Oui, Monsieur le Président, d'abord merci pour votre accueil. Nous sommes très honorés et très heureux de pouvoir vous offrir ce lieu de rencontre. C'est la vocation du Conseil économique, social et environnemental. Je lui ai fixé 3 objectifs. La maison du temps long. Nous sommes aujourd'hui sous la dictature du court terme, mais nous voyons bien que notre société a besoin de visibilité, a besoin de vision. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet. S'il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de mobilisation. Et nous devons donc aider aujourd'hui le décideur politique à inscrire sa décision dans une perspective de moyen terme, alors que très souvent les échéances électorales amènent à mesurer quelquefois plus les conséquences des intérêts électoraux que les choix pour un avenir. C'est compliqué pour les politiques, il faut que nous y soyons attentifs. Les décisions sont souvent prises de court terme, quand l'opinion sait bien que les décisions sont en fin de compte de moyen et de long terme. Le changement climatique, c'est des conséquences à 25 ans. Les problématiques de politique énergétique sont des conséquences à 20 ans. Et nous sommes, par exemple, aujourd'hui, dans ce Conseil, en train d'essayer de mettre en avant des situations qui, à défaut de prise de décision politique, condamnent notre avenir. Quelques exemples qu'on pourrait vous livrer tout à l'heure, c'est notamment le cas de la politique énergétique par rapport à la croissance industrielle. La deuxième, c'est la maison du dialogue. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'offrir ce lieu comme lieu d'échange, de partage entre des professionnels qui très souvent se sont déchirés sur des intérêts catégoriels, des intérêts professionnels, alors qu'aujourd'hui nous sommes vraiment dans une soif de cause et que la cause rassemble, les intérêts déchirent. Troisième élément, c'est la maison des citoyens. Et là, vous avez raison, l'année dernière, je vous indiquais que nous étions en métamorphose. Et je crois qu'en réalité, nous ne mesurons pas l'accélération de cette métamorphose. Et nous ne mesurons pas les dangers qu'il peut y avoir à ce que les gens du système dans lequel vous faites partie, quelque part, mais l'administration, le politique, les professionnels, ont du mal à ouvrir des débats qui peuvent avoir pour conséquence de remettre en cause leur façon de penser, leur façon d'agir et leur positionnement. Et c'est vrai que tant que l'espérance du futur n'est pas plus importante que l'inquiétude de la disparition de l'ancien, nous sommes dans des moments de résistance intellectuelle, résistance corporatiste, résistance d'inquiétude. Nous sommes aussi dans un moment où nous voyons disparaître les convictions politiques pour des stratégies politiques. Les politiques étaient souvent porteurs d'un projet de société, ils sont aujourd'hui plus intéressés par des stratégies de conquête de pouvoir plutôt qu'un pouvoir au service d'un projet. Et il faut que nous les aidions à concevoir ce projet. Et dans une des métamorphoses, j'ai bien aimé ce que vous avez dit quand vous aviez dit que votre avenir passera par l'analyse de la demande de vos clients. Il y a une révolution à laquelle nous ne sommes pas du tout préparés. Les Américains s'y sont lancés, les Allemands se sont lancés. C'est qu'un des aspects de la révolution numérique qui fait que vous n'aurez pas à gérer demain des mètres carrés, vous aurez demain à gérer des services. Et que la gestion de ces services devra être adaptée à la demande et à la capacité que vous aurez d'analyser la demande de vos clients. Une des révolutions que le président Obama a mises en œuvre au niveau de l'économie américaine, c'est de dire que la bataille qui est en train de se livrer à l'échelon de la planète, ce n'est pas la détention de la bombe atomique pour maîtriser des territoires, c'est la détention des informations concernant les individus. Et un des ingénieurs français avait construit un logiciel qui a permis à M. Obama, lors de sa campagne électorale, de pouvoir analyser à 24 heures près, quartier par quartier, la réaction positive ou négative des habitants de ce quartier par rapport à son discours de campagne électorale. Et les industriels américains nous disent, ce n'est plus la qualité de l'offre qui suscitera la demande, c'est la capacité d'analyser la demande et de pouvoir y répondre qui renforcera la qualité de l'offre. Et l'on voit bien qu'il faut en même temps concilier une offre de masse et une individualisation de la demande. Et cette capacité d'anticiper l'analyse de la demande va créer justement un avantage concurrentiel tout à fait performant. Et l'on voit bien que dans une société qui est en train d'avoir des bouleversements, je crois l'année dernière, je vous indiquais
on est d'accord ou on n'est pas d'accord, je crois que nous sommes rentrés durablement dans un taux de croissance faible, de l'ordre de 1 à 5%, de 1,1 à 1,5%. Actuellement, nous sommes au bord d'une déflation potentielle, mais c'est un autre sujet. Mais ça veut dire que le rapport à la propriété, qui est une de vos réflexions, est en train de changer complètement par cette notion de temporalité. Quand vous êtes sur un taux de croissance à 4%, vous doublez votre pouvoir d'achat en 20 ans. Quand vous êtes sur un taux de croissance à 1%, vous doublez votre pouvoir d'achat en 70 ans. C'est-à-dire que la génération qui est la nôtre était une génération de propriétaires. La génération qui vient, c'est une génération de partage. Et on va passer de la société de l'acquisition à la société du partage. C'est tout à fait intéressant parce que ceci peut avoir des conséquences absolument fabuleuses sur le plan de l'urbanisme, la colocation. Regardez le mystère de l'autolib. Bolloré nous dit souvent, l'autolib, c'était la rencontre entre un fou créatif et un fou riche. Personne n'y croyait. Si l'on pousse le bouchon un peu plus loin, c'est aujourd'hui 13 000 locations par jour. Si 30% des Parisiens utilisent l'autolib, a-t-on besoin de construire des routes aussi larges? Est-ce qu'on a besoin de construire des constructions avec autant de parkings? La découverte et la disparition du bruit créent un confort phonique différent. Et l'on voit bien que quand on analyse un fait et qu'on le projette, il peut y avoir des effets des multiplicateurs absolument extraordinaires. Et l'on voit bien que la contrainte des normes administratives qui vous obligent à construire par rapport à un modèle du passé n'intègre pas du tout ces évolutions, qui fait que peut-être demain, nous pourrions baisser de façon assez considérable le prix des bâtiments si on n'avait pas besoin d'avoir autant de parkings souterrains, tout en ne niant pas le confort de la mobilité. Car tous les sondages le montrent, aujourd'hui, ça n'est plus tellement la relation au travail et le salaire qui est la première priorité, c'est la conjugaison du salaire, du travail, du transport et du logement. Et l'on voit bien que votre approche, que l'on peut comprendre, de dire « je gère telle propriété, est aujourd'hui en train de passer à côté de quelque part qui concerne la pensée chinoise. La pensée chinoise dit ce qui est important, ce n'est pas le paysage perceptif français, je vois ce que j'ai, c'est de regarder quel est au contraire l'espace entre eux, c'est-à-dire avoir une conception de propriété qui amène le confort de celui qui habite par rapport à son logement, par rapport à son travail, par rapport à son école, par rapport aux services périphériques. Donc nous sommes dans un moment totalement passionnant où nous voyons bien l'ancien système qui consiste à dire, dans une société verticale, qui consiste aujourd'hui à un échec de la politique du logement depuis des dizaines d'années, et qui consiste à constater une double punition. Punition de l'investisseur qui voit sa rémunération baisser, une punition du locataire qui voit ses revenus évoluer moins vite que le prix de son loyer, et les politiques constatant qu'aujourd'hui, il y a une raréfaction de l'offre par rapport à des besoins avec tous ces systèmes de logements alternatifs dans la voiture, etc., etc., etc. Fait que la tentation très naturelle d'une société verticale, c'est de vouloir contrôler et de vouloir demander plus le respect des normes que le respect de la demande. Et ça, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'on continue à construire des maisons de retraite à 2 200 € quand on sait que le niveau moyen des retraites est à 900 €. Qui paye l'argent public? Il y en a moins. Ça veut dire qu'on est à un moment très intéressant dans ce que vous disiez. C'est qu'il va y avoir des politiques qui aujourd'hui orphelins d'idéologie politique. Une autre administration qui comprend qu'aujourd'hui, eh bien, un certain nombre de ces théories sont remises en cause. L'on voit bien aujourd'hui, la théorie de Keynes, de la relance monétaire, fait qu'on a des excédents, des liquidités monétaires absolument gigantesques au niveau de la planète et on a un besoin de financement des entreprises. C'est une situation de crise classique. Mais on est dans un moment passionnant. Passionnant parce que, d'un côté, il peut y avoir ceux qui pensent que tout est en train de disparaître et que notre système est voué à l'échec. Et on sera dans le réflexe du Titanic en voulant que l'on coule, mais avec aucune fausse note. Ou au contraire, le côté passionnant de retrouver le réenchantement du futur, de se dire c'est à nous de réinventer un schéma qui peut peut-être correspondre à cette évolution de la société moderne. Et je crois qu'effectivement, c'est au niveau des professionnels et de ce Conseil national qu'il faut que vous arriviez à restaurer le décideur politique en lui proposant peut-être un certain nombre de solutions à condition que vous partagiez les bonnes questions. Je crois vous avoir dit l'année dernière
cette phrase que je répète en permanence. Elie Wiesel disait « Quand je rentrais de classe, ma mère ne me disait jamais « Est-ce que tu as bien répondu ?» Elle me disait toujours « Est-ce que tu as posé la bonne question ?» Et l'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le débat politique est souvent instrumentalisé, avec un débat sur les réponses et jamais sur les questions. Et l'on voit bien que nous allons avoir en même temps, peut-être, la perspective de pouvoir aussi conjuguer centralité et diversité. Comment imaginer qu'on puisse avoir une loi du logement qui s'applique de la même façon dans une région parisienne, en tension permanente, et dans d'autres régions? Et peut-être y a-t-il des dispositifs différents sur lesquels... Mais la France confond unité, uniformité. Et l'on s'aperçoit que l'analyse précise de la demande, et qui pourra être relativement géographiquement localisée, peut amener des réponses totalement différentes, mais totalement adaptées. Et l'on voit bien aujourd'hui, c'est le logement d'urgence à Paris par rapport aux étrangers, c'est etc., etc. Il y a toute une série de mesures sur lesquelles, si on rentre dans ce schéma intellectuel, si on accepte de laisser la liberté de penser sur l'innovation, en laissant peut-être les constructeurs nous indiquer « Pouvez-vous construire autant de confort avec moi ?» On peut arriver à trouver un certain nombre de solutions. Et donc, est-ce que c'est la logique de l'offre encadrée par des normes administratives qui l'emportera, ou est-ce que c'est l'adaptation à une demande qui pourra assurer une exigence nouvelle de la société et qui est peut-être aujourd'hui préoccupante? La société est déboussolée. Elle ne sait plus où elle va. Quand la société est déboussolée et que les dirigeants ne semblent plus avoir le cap, les sentiments deviennent des ressentiments. Et nous sentons bien que nous sommes dans un moment de colère, nous sommes dans un moment de crispation. Et vous êtes aussi concernés, car la colère peut se transformer en destruction. Destruction d'un système politique auquel on ne croit plus, destruction d'une propriété qui m'a mis dans une situation d'humiliation, je n'arrive plus à faire face à mes loyers, etc. Et si ce système... Et c'est difficile d'être pauvre dans un pays riche, et c'est difficile de ne pas payer son loyer ou de ne pas pouvoir assumer ses charges de travail et de famille quand on a au contraire une société un peu d'abondance. Et nous sommes donc dans un moment où nous devons travailler les uns et les autres, non pas à des réponses politiques ou à des réponses administratives. C'est si nous passons de la société de la performance à la société de l'épanouissement, ce qui est pas important, ce n'est pas de loger, c'est de vivre. Ce qui est important, c'est de ne pas travailler, c'est d'avoir sa dignité. Ce qui est important, c'est de pouvoir trouver des espérances personnelles, sinon il n'y aura pas d'espérance collective sur des désespérances individuelles. Et si le système républicain n'est pas capable de pouvoir emprunter ce chemin, alors ne nous étonnons pas et ne soyons pas hypocrites, c'est la société parallèle qui l'emportera. C'est-à-dire que lorsque je n'arrive pas à assumer ma propre survie, c'est par la prostitution, la drogue et l'économie souterraine que j'assumerai les charges de ma famille, parce que je ne peux pas accepter de survivre, sinon je n'ai plus qu'à me détruire ou à détruire la société. Donc nous sommes dans un moment passionnant, car ce n'est plus sur des pierres qu'il va falloir porter notre attention, c'est sur les effets comportementaux des politiques publiques pour amener les gens d'une désespérance à une espérance et à un épanouissement. Et c'est un formidable challenge pour les professionnels du bâtiment. Et d'arriver à concilier, il n'y a pas d'argent public. Comment mobiliser l'épargne privée pour des politiques publiques? On ne mobilisera pas de l'épargne privée si on n'a pas une garantie de la rentabilité des déplacements et des capitaux. Comment faire en sorte que l'on puisse épouser les parcours? Nous sommes dans une société de rupture permanente, familiale, professionnelle, géographique, et on veut continuer à avoir une réponse administrative sectorisée, catégorisée par des normes. Or, passer d'une culture de l'accompagnement d'une personne à surmonter une difficulté, alors qu'aujourd'hui on gère un dossier et on gère un moment, est tout à fait passionnant. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes, je le dis, confrontés non pas à un choc de compétitivité, mais à un choc culturel. Et je trouve ça tout à fait passionnant dans ce que vous disiez, le pays est difficile à réformer, nul ne le conteste, mais ce n'est pas parce qu'il est difficile à réformer qu'on doit s'interdire de le faire. On peut vous reprocher votre échec, mais c'est bien plus grave de reprocher de ne pas avoir essayé. Et je crois que notre pays, en réalité, a peur de la réforme. Et notre pays vit dans une angoisse, dans une inquiétude collective, nourrie par la peur du déclassement de la classe moyenne et par la perception qu'ont les jeunes de trouver un avenir uniquement à l'étranger et pas en France. Et je crois que la capacité que nous aurons de répondre ou pas à une offre de logement compatible avec un blocage des rémunérations dans les 10 années qui viennent, avec des charges à vivre qui seront peut-être aujourd'hui plus importantes à analyser que l'augmentation des revenus, fait qu'il faudra libérer les initiatives des professionnels, des méthodes de travail, des constructions, et peut-être abandonner un certain nombre de dogmes. Vouloir demander au futur de s'adapter au passé
est quelque chose qui peut être suicidaire. Et donc je crois qu'il convient, dans ces moments-là, de garder dans nos décisions les principes, les valeurs, l'éthique de ce que vous évoquiez tout à l'heure, et d'être attentif à ceux qui sont vertueux et ceux qui ne sont pas vertueux, par rapport à une éthique. Or, soyez attentifs à ce qui est pour moi vertueux ou pas vertueux, ce n'est pas celui qui respecte les normes, c'est celui qui respecte l'éthique. Parce que quelquefois, les normes ne sont pas forcément adaptées à ce que nous souhaiterions. C'est un sujet sur lequel je crois que la société civile a pleinement capacité à s'exprimer, à vous écouter, en tout cas à vous offrir le besoin d'interpeller. Et l'on voit bien que les législateurs ont certainement eu de bonnes raisons de prendre cette loi, mais que peut-être le but qu'ils visaient n'était pas forcément le vôtre. Et que cette différence, on ne peut pas passer son temps à avoir en permanence la séduction des électeurs quand la réalité vient démentir quelquefois un certain nombre de concepts ou de théories, et on peut quelquefois se tromper. On voit bien qu'aujourd'hui, ce que j'évoquais, c'est qu'un certain nombre d'idées sont fracassées sur le mur des réalités. Est-ce qu'on croit aujourd'hui au plein emploi? Je suis sûr qu'il n'y ait jamais cru. Mais ça veut dire que même si le numérique va amener encore un fossé supplémentaire, il va falloir que l'on regarde comment mettre les gens en activité. Sinon, si nous avons une société dans laquelle il y a de plus en plus de gens inactifs, comment imaginer que par les propriétés collectives, nous ayons une accumulation de gens qui ne sont pas capables de pouvoir avoir la dignité par une inactivité et un sentiment d'exclusion. Donc nous voyons bien que la concentration de logements, si c'est en l'absence de socialisation par la famille ou de socialisation par le travail, créera des tensions absolument dramatiques, pouvant amener des situations très compliquées à gérer sur le plan politique et même sur le plan de la protection des immobiliers. On ne pourra pas protéger les propriétés si le locataire ou le propriétaire n'est pas capable d'assumer sa propre dignité et sa propre autonomie. Et donc nous avons des défis de société extraordinaires. Nous sommes en train d'essayer d'avoir ce type de débat à l'échelon européen. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, c'est tout un système sur lequel il faut avoir une capacité de réflexion. Et c'est clair que si vous qui êtes en permanence confrontés au quotidien, vous avez la faculté, dans des instances comme le Conseil national, de pouvoir prendre du recul, d'avoir une capacité d'anticipation, de pouvoir même lancer un certain nombre d'expérimentations, peut-être qu'à ce moment-là, nous pourrons trouver un peu le chemin de la célérité et de la sagesse, et de faire en sorte qu'au lieu de chercher à séduire des électeurs qui sont de moins en moins aujourd'hui attentifs à la parole publique, peut-être que nous arrivions à reconstruire les espérances, qui est un facteur déterminant pour la stabilité de notre société. Bonne fin de journée. Je sais qu'il est temps de conclure parce que je crois que vous avez un pot, c'est ça, hein? Donc, en tout cas, je vous souhaite bonne réflexion, bonne proposition, bonne mobilisation. Soyez unis par la cause. Quand on laisse les peuples se déchirer sur les intérêts, ils se déchirent. Quand on les rassemble sur des causes, ils se transcendent. Et je crois que votre profession peut se transcender si elle sait se rassembler sur la cause de comment concilier l'épanouissement du propriétaire par un rendement financier, l'épanouissement du locataire par un épanouissement de vie et l'épanouissement du politique, parce que tout simplement, il aura une stabilité du vivre ensemble dans la société, parce qu'on aura su concilier le fait comportemental positif par une offre de transport, d'urbanisme, de logement et de bonne gestion.